Moi, voilà, je vais simplement... je ne vais pas vous présenter le dispositif parce que je le ferai beaucoup moins bien que Jean-Baptiste et Jean-Marc. Simplement, vous le recontextualisez dans le cadre de notre union mutualiste. Dans notre groupe La Santé Mentale, c'est un enjeu stratégique fort qui est affiché maintenant depuis plusieurs années. On a pas mal d'établissements qui œuvrent en santé mentale et en Centre Val-de-Loire, on est riche de ces résidences accueil que vous allez leur présenter, de l'animation de nos GEM, SAMSA, SAVS. Et aujourd'hui, on fait plus particulièrement le focus dans le cadre de ce thème de l'environnement sur une solution de logement accompagné qui est particulièrement pertinente dans le domaine de la santé mentale. Et moi, j'ai rejoint cette union depuis quelques mois maintenant et en fait, à chaque fois que j'ai un rendez-vous avec une collectivité publique, avec un financeur, pour voir quelles seraient les solutions qu'on peut développer pour demain, en fait, on parle de résidence accueil. Donc je suis, moi, aujourd'hui, persuadée de l'utilité de ces modèles et surtout de leur développement sur le territoire. Vous allez voir, c'est un peu différent du dispositif Chez Soi d'abord, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. L'organisation non plus, puisque nous on part du logement qui est existant, mais justement les moyens ne sont pas les mêmes et on se rend compte qu'il va falloir faire évoluer ce modèle à force de lobbying et d'influence, mais il faudra pouvoir faire évoluer les moyens qu'on met à disposition. Aujourd'hui, c'est un modèle où on compte sur nos professionnels encadrants pour faire le lien avec des équipes soignantes avec lesquelles on a notamment des conventions et des liens de coordination. Mais à l'interne, on se rend compte que pour aller plus loin, il faudra davantage de moyens dans les équipes. Le domicile, on l'a dit, c'est un point d'ancrage nécessaire. Et en parlant avec Jean-Baptiste, en préparant cette journée, moi j'avais l'idée En fait, on parle beaucoup de virage domiciliaire pour la personne âgée et son accompagnement. En fait, il y a aussi ce virage domiciliaire pour nos personnes en situation de handicap psy. Tout simplement parce que aujourd'hui, l'institutionnalisation, c'est plus la réponse à tout et que plus le domicile sera de qualité, plus le domicile sera accompagné et meilleure sera la prise en charge. Et votre témoignage a été éloquent sur ce point. Donc moi j'avais promis de faire court, je m'arrête et je laisse la parole à ceux qui y travaillent et qui y œuvrent au quotidien. Jean-Baptiste, c'est vous d'abord? Oui, ouais. Merci. Je ne vais pas revenir forcément sur la philosophie et l'intérêt des résidences accueil, parce que je crois que ça a été développé, il me semble, à travers les différentes interventions, et de manière plus générale sur l'intérêt du logement accompagné. Je vais être vraiment sur une présentation un peu plus pratico-pratique en fait, de ce qu'est, nous, notre dispositif résidence accueil sur Tours. Et puis n'hésitez pas en fin d'intervention, bien sûr, à intervenir, à interagir en tout cas, poser des questions. C'est une pension de famille, les résidences accueil, c'est-à-dire que ça fait partie d'un grand dispositif qui sont les résidences sociales. Pension de famille avec une forme de spécialisation autour du handicap psychique. C'est également une solution de logement pérenne, au même titre qu'à Chez Soi d'abord, et à différence d'autres solutions de logement qui sont intermédiaires. Nous, on propose des logements qui peuvent convenir pour toute la vie de la personne si elle le souhaite. En fait, la durée vraiment uniquement en fonction du souhait de la personne. On peut être sur un dispositif relais ou sur un dispositif qui a vocation à se pérenniser tout au long de la vie de la personne. On est bien sur du logement accompagné, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'un bail offert à une personne, mais aussi d'un dispositif qui encadre, ou en tout cas qui accompagne la personne en fonction de sa volonté, certes, mais en tout cas, on ne fait pas uniquement du logement à loyer modéré, on y reviendra un petit peu plus tard. C'est parfois une porte d'entrée, on va dire, qui nous est proposée par les partenaires, c'est pas le cadre du dispositif. Actuellement, sur Tours, c'est 38 places. Je parle de places, pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément sur du logement individuel. On a toute une partie, un peu plus de 50% de nos propositions qui sont sur le format colocation,
colocations qui peuvent être à 2, mais jusqu'à 4 personnes également au sein d'un même appartement. Donc évidemment que pour les orientations, c'est un critère qui est déterminant, cette volonté, cette capacité aussi à pouvoir vivre avec l'autre, ce qui peut être assez aidant, fédérateur pour tout simplement un principe un peu d'émulation, pour faire très simple, mais qui évidemment peut être aussi un facteur de tension au sein du logement, comme on s'imagine pour tout à chacun qui a déjà vécu un peu de colocation, ne serait-ce que sur des temps de vacances. On est sur un dispositif éclaté. C'est vrai que le terme résidence accueil peut donner l'impression d'avoir une sorte de foyer. On n'est pas du tout sur ce fonctionnement-là. On a 9 sites sur son aglo où sont répartis les différents logements. L'équipe qui accompagne justement sur ce logement est une équipe plus réduite que sur un chez soi d'abord. Nous, on est sur environ 3 équivalents temps plein, et en termes de professionnels, parce qu'au final, 4 personnes qui accompagnent au quotidien sur des missions qui sont assez variées. On reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Et puis, le dernier point, c'est que nous, on est financé par la dette, donc la cohésion sociale, pour faire simple. Voilà, je vais passer la parole à Jean-Marc, qui va présenter de manière un peu plus concrète, on va dire, l'intervention. Merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Depuis ce matin, on parle d'environnement. C'est le thème de cette semaine. Et j'ai envie de dire, pour commencer, que le premier environnement de la personne, c'est son logement. Et du coup, les professionnels de la résidence accueil, comme tout travailleur social dans le milieu du logement, fait en sorte de veiller à ce que cet environnement soit le mieux pour la personne qui y vit dans son logement. Donc du coup, notre mission principale, c'est de veiller à ce que ce logement soit bien pour cette personne, favoriser son autonomie dans son logement, ce qui n'est pas toujours évident pour la personne. En tout cas, on y travaille, on évalue la capacité de cette personne à être autonome dans son logement. Et puis, si nécessaire, on met en place des étayages. Donc ça peut être des étayages au niveau des auxiliaires de vie, ça peut être du portage de repas. Voilà, la mission principale aussi, c'est de sortir ces personnes de l'isolement. Donc ça veut dire qu'on met aussi en place tout un tas d'activités en lien avec les autres résidents, en lien aussi avec les autres services du pôle handicap psychique comme le SAV SAMSA, le lien aussi vers les GEM de Tours et de Loches. Et puis j'ai envie de dire que ce logement, donc c'est aussi les accompagner dans la cité. On a dit que les logements étaient sur Tours et sur son agglomération. On n'est pas sur un foyer qui est indépendant de tout le reste de la cité. Ça, c'est hyper important de se dire que toutes les personnes peuvent vivre comme tout un chacun dans un immeuble, bailleur social, et croiser aussi ses voisins, créer du lien, vivre dans la cité. Alors on est aussi beaucoup à l'écoute des demandes des personnes qu'on accompagne. C'est du logement, mais ce n'est pas que du logement. On évalue aussi les besoins des personnes et les souhaits des personnes sur leur avenir. Donc ça veut dire qu'on accompagne aussi sur de l'insertion professionnelle si la personne est demandeuse, en lien notamment avec l'équipe d'Interface 37 avec qui on travaille sur l'agglomération. Et puis la coordination, c'est aussi le lien avec le soin. Le soin est quelque chose d'extrêmement important sur le dispositif. On est tous travailleurs sociaux, on n'est pas soignants. Il n'y a pas du tout de soignants dans l'équipe et c'est une volonté. Par contre, on demande à ce que le soin soit présent. Ça fait partie aussi du contrat d'engagement lorsque la personne arrive, que le référent soignant, donc le médecin psychiatre, puisse apposer sa signature sur la demande d'admission, ce qui permet de garantir ce lien en cas de nécessité, en cas de décompensation éventuelle de la personne. Et puis, je le disais, on propose aussi des activités sportives et culturelles. On travaille notamment avec l'UFOLEP depuis 8 ans sur toute la partie sportive interstructure tous les vendredis matins, ce qui permet de sortir de chez soi encore, sortir de l'isolement, de permettre aussi de croiser d'autres personnes sur des activités extérieures.
Et puis je le disais, on met en place aussi toutes les aides à domicile nécessaires, donc les portages de repas, les services à domicile, les aides à domicile si nécessaire. L'évaluation est faite très très régulièrement, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'un service à domicile à l'entrée sur le dispositif et puis se rendre compte que la personne, quand elle prend un peu possession de son logement, peut aussi arriver à être un peu plus autonome. Donc c'est évalué, on met en place des synthèses régulièrement autour des personnes qu'on accompagne, où sont présents les équipes de soins, mais également les mandataires judiciaires, la résidence accueil, les infirmiers libéraux quand c'est nécessaire. Je vais revenir sur quelques éléments en fait de ce que n'est pas la résidence accueil, parce que le titre, l'appellation est parfois un peu trompeuse, et on a pour objectif, en tout cas pour souhait, que demain, nos capacités d'accueil en fait puissent simplement être proposées à un public qui en a besoin, et quand on rencontre notamment les collègues de l'hôpital, en fait, qui nous évoquent quelques situations où on voit bien qu'il y a quelque chose qui pourrait matcher, on est parfois un peu désemparé quand on se rend compte qu'au final, nous, ce ne sont pas des personnes qui viennent toquer à notre porte, notamment parce que l'accès à notre dispositif doit être intermédié en fait par un service qui est le SIAO. Donc on travaille en lien avec le SIAO pour faciliter ces demandes-là. Pour autant, je pense que si vous, en tant que professionnel et en tant que premier adresseur, en fait, premier relais de la demande de la personne, vous êtes plus au clair sur ce qu'on est et sur ce qu'on n'est pas, ça aidera également le SIAO, on va dire, à orienter au mieux les demandes entre les différentes, notamment pensions de famille. Donc ce qu'on n'est pas, c'est un foyer, une structure d'hébergement avec une présence continue de professionnels sur site. C'est vrai que le terme résidence accueil, je l'évoquais tout à l'heure, le terme de hôte de maison, qui font partie du cadre réglementaire des résidences accueil, est des fois un peu trompeur. On n'est pas ce type de structure, hein. Je l'évoquais tout à l'heure, 3 ETP qui tournent sur 9 sites éclatés dans la cité. Donc on n'a pas de veilleurs de nuit, on n'est pas sur ce type de dispositif. Je pense que c'est important de le garder à l'esprit. Ça demande, c'est vraiment du logement autonome, accompagné certes, mais du logement autonome. On n'est pas non plus un lieu de soins, en tout cas au sens sanitaire du terme, ou de cure. On a vocation à intervenir auprès de personnes en souffrance psychique certes, mais stabilisées, adhérant à un protocole de soins de manière, pour le dire de manière large. Et à nouveau, je réinsiste là-dessus, mais c'est également, on n'intervient pas uniquement au titre d'une forme d'urgence sociale. Et donc on n'est pas uniquement un dispositif d'hébergement à moindre coût, parce que en effet, entre le coût du loyer, des APL possibles, parfois il y a des restes à charge qui sont vraiment très faibles, de l'ordre d'une trentaine d'euros pour la personne. Si c'est uniquement la seule motivation pour arriver sur le dispositif, bien souvent ça ne fonctionne pas, et assez vite ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas une forme d'adhésion à ce qu'est la résidence accueil et à l'accompagnement en fait proposé. À nouveau, ça interroge en fait la demande de la personne, et cette demande elle est souvent contrainte évidemment par un parcours de vie, par aussi une situation administrative ou économique, mais si ce n'est que ça, malheureusement c'est souvent aller au-devant d'un échec. Je vais repasser la parole à Jean-Marc. Merci. Donc, à qui s'adresse la résidence accueil? On va reprendre des choses qu'on a déjà peut-être dites, mais je disais tout à l'heure sur la demande d'admission, donc on a la partie qui est à renseigner par le médecin psychiatre. Donc effectivement, ce sont des personnes qui sont suivies par un hôpital psychiatrique ou par une clinique psychiatrique avec un engagement du soin. Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, on a 9 sites, on est 3 professionnels, donc on exige qu'il y ait une stabilisation au niveau du soin, plus ou moins évidemment, mais en tout cas c'est très très important que le soin soit présent, et il l'est de toute façon, mais en tout cas on essaie de le garantir. Et puis voilà, pareil, on passe sur les appartements très régulièrement en fonction des demandes. On met en place, comme je disais tout à l'heure aussi, des aides au quotidien, mais ça suppose un minimum d'autonomie dans la gestion de sa vie quotidienne.
pendant tout l'accompagnement autour du logement, qui est du logement pérenne, je le redis ici. Et puis, Jean-Baptiste le disait tout à l'heure, la colocation, c'est pas quelque chose de forcément évident. On a 50% des places qui sont en colocation, donc c'est aussi pour nous travailler sur cette colocation, le fait de vivre avec quelqu'un d'autre qui a aussi des problématiques psychiques. Mais en tout cas, ça fait partie des propositions qu'on fait, hein, la colocation. On a aussi des studios, mais on a aussi un mouvement de départ qui est très minime, hein. Les gens restent chez nous, donc on n'a pas beaucoup de turnover, on va dire. Donc voilà, on n'a pas forcément le choix non plus dans la proposition du logement, et on a le plus souvent de la colocation à proposer. Et puis, dernier point, la mixité. Alors c'est quelque chose qu'on aborde aussi lors des entretiens d'admission. Dans les logements, il y a des hommes, il y a des femmes, donc c'est aussi une question qui peut être posée si la personne le demande. En tout cas, nous, on part sur le côté de la mixité. Je voulais juste rajouter aussi, on ne l'a pas dit au début, les logements sont des logements meublés. Après, si la personne a des meubles qu'elle souhaite intégrer dans le logement parce qu'elle y tient ou parce qu'elle en a, on peut retirer les logements, les meubles qu'on a, dans la mesure du possible. Mais en tout cas, c'est meublé au départ. Je vais faire encore rapide sur un peu le process au niveau de l'admission. Donc j'ai évoqué, on a un intermédiaire en fait. Nous, vous ne pouvez pas nous adresser une demande en direct, vous pouvez nous contacter, on peut en discuter évidemment. Pour autant, il y aura bien un dossier à remplir en ligne auprès du SIAO, hein, sur une plateforme qui s'appelle SIAO, et qui doit être fait par un travailleur social. Donc ça voilà. Si jamais vous avez des doutes, vous ne savez pas où trouver ce dossier, n'hésitez pas à revenir vers nous, bien sûr. Ça commence toujours par un entretien de présentation qui n'a pas forcément lieu sur notre résidence. C'est-à-dire que le SIAO demande toujours qu'il y ait une forme de validation en fait, de la demande par une visite d'une pension de famille. Alors sachant que les résidences accueil sont une sous-catégorie des pensions de famille. Donc il y aura toujours cette première déjà confirmation en fait, du souhait de la personne. Puis il y a le SIAO qui en interne étudie la demande et oriente les demandes sur les différentes pensions de famille en fonction de ce qu'elle évalue être le plus adapté, le plus en correspondance avec la demande de la personne. Une fois que nous on reçoit le dossier de la personne, on va contacter toujours le prescripteur en direct, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par la personne en direct parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait un engagement en fait, ou qu'il y ait un espoir qui pourrait être déçu en fait, qui se crée à ce moment-là du parcours en tout cas d'admission, avec un premier entretien qui a lieu avec la personne, accompagné le plus souvent du prescripteur. Si la demande est maintenue par la personne, il y a un dossier d'admission qui doit nous être renvoyé, et à ce moment-là, un second entretien se met en place, un second entretien qui aura lieu avec le psychologue du dispositif, donc qui étudie l'aspect un peu plus clinique et surtout la demande propre de la personne. Et puis une commission en interne, simplement, qui est faite sur l'établissement, commission où sont présents bien sûr la résidence accueil, mais également des collègues de l'hôpital notamment. Je vais peut-être conclure, vous remercier déjà, et puis demander si vous avez des questions avant que tu puisses se rejoindre autour d'un café sur les stands et pouvoir discuter de manière plus informelle. Merci beaucoup pour cette présentation. Et en effet, voilà, si vous avez des questions... Oui. Par rapport au circuit d'admission, moi je trouve que c'est un peu... ça demande beaucoup d'étapes. Est-ce que pour une personne, on fait déjà de faire les démarches, pour nous c'est pas toujours simple, mais pour une personne avec des troubles, c'est, je pense, encore plus compliqué et ça amène un frein. Enfin, moi je trouve ça un peu... Oui, tout à fait. C'est vraiment lié au fait que les résidences d'accueil sont des pensions de famille et ce sont des dispositifs qui sont pilotés, on va dire, par la cohésion sociale et qui ne sont pas des dispositifs d'accès direct. C'est-à-dire que c'est pas une volonté de notre part de ne pas entendre les demandes sans qu'elles soient intermédiées. C'est vraiment notre cadre réglementaire, c'est-à-dire que ça doit passer par le SIAO. C'est parfois
c'est parfois, on va dire, un facteur d'allongement du délai d'attente, on va dire, et de difficulté à le traiter. C'est aussi, en tout cas, dans la philosophie, pourquoi le SIAO a été mis en place, c'était pour offrir une égalité de chance, en fait, à l'ensemble des demandeurs. En effet, il ne faut vraiment pas hésiter à passer en direct pour avoir des renseignements. On ne pourra pas vous donner une forme de priorisation, mais on pourra au moins mettre en lien avec un professionnel, un travailleur social qui pourra aider la personne à soutenir sa demande. Ce sera à minima ce qu'on pourra faire. Je ne sais pas si ça répond en tout cas à votre interrogation. Le délai d'attente, c'est combien ? Alors du coup, juste pour terminer sur la procédure d'admission, effectivement, qui peut être un peu longue, mais c'est aussi l'idée que la personne demandeuse soit actrice de sa demande. Donc effectivement, il y a plusieurs rencontres. Il y a une première rencontre où on va présenter le dispositif de manière générale. Si la personne est orientée vers notre dispositif, on va rencontrer la personne en équipe pour une évaluation. C'est à partir de ce moment-là où elle va partir avec son dossier d'admission. Et c'est là où on lui dit, en fait, maintenant c'est vous. C'est vous qui êtes actrice de cette demande, qui doit remplir la demande. Alors dans les délais, effectivement, on peut en parler, c'est pas toujours évident, c'est aussi en fonction des places qu'on peut proposer. Mais on part vraiment du principe que la personne doit être consciente du temps qu'il faut pour une admission. On n'est pas une structure d'accueil d'urgence, c'est un projet qui se travaille sur du long terme. Lorsqu'on reçoit une demande, généralement, la procédure, c'est à peu près 3 mois entre la première rencontre et l'entrée de la personne sur le dispositif, avec l'évaluation, l'entretien psychologue, la visite de l'appartement et l'entrée sur le dispositif. Entre le dépôt à la Voilà, c'est ça. Je me permets en effet de reprendre le micro parce qu'en effet, nous, on a un délai entre la première rencontre avec la personne et la réponse. Mais avant tout ça, il y a le premier dossier, ce qu'on a vu effectué par le travailleur social sur la plateforme SIAO, et après le temps de réponse, on va dire, du SIAO qui oriente après la personne vers les différentes pensions de famille. Ça, moi, pour les derniers chiffres que j'avais en tête, c'était quasiment 2 ans. Mais voilà, les données actualisées, là, je vais pas les avoir. C'est des chiffres moi que j'ai qui datent d'il y a une bonne année. D'accord. Chloé, en effet, confirme que ça n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'entre le temps où la personne a établi un dossier avec un travailleur social et le moment où elle se voit proposer une solution d'entrée sur une pension de famille, donc de manière large, c'est en effet, on est sur 2 ans. Est-ce que vous voyez des opportunités pour recréer d'autres, de rajouter des places de résidence accueil ? De manière générale, on sait que la DETS, la cohésion sociale, fait des pieds à l'ensemble des structures médico-sociales existantes et puis des acteurs de manière large du logement et aussi de la précarité pour la création de places de pensions de famille de manière large. Et donc les résidences accueil font partie des pensions de famille. En effet, il y a ces appels à projets qui ne sont pas forcément clairement indiqués de manière écrite, mais on sait qu'il y a des opportunités, il y a des directives nationales qui poussent à la création de nouvelles places de pensions de famille. Est-ce qu'à Vic-Roi, vous êtes prêt à créer d'autres places ? Je vais passer la parole peut-être à notre directrice générale. Oui, complètement. En fait, voilà, c'est compliqué en public de dire déjà tous les contacts qu'on peut avoir avec nos financeurs, mais on a déjà quelques projets, parce que, comme je vous le disais en introduction, on a beaucoup de sollicitations, et des maires, et de nos financeurs directs, et parfois de l'ARS. Voilà aussi, alors bien sûr, elle ne finance pas, donc c'est plus pratique, mais elle aimerait bien en effet qu'on puisse promouvoir le modèle. Mais on est tout à fait, ouverts au développement de cette solution. D'abord parce que les professionnels qui y travaillent y croient, parce qu'elle a fait la preuve de son utilité, et parce qu'en effet, quand on se rappelle comme ça les délais pour y accéder, ça ne peut pas être satisfaisant. Donc il faut absolument qu'on maille le territoire de ces solutions-là. Et je le disais quand même, je le rappelle, tout en œuvrant au renforcement des moyens. Parce que ça ne fonctionne pas avec d'énormes moyens quand même, une résidence accueil.
Et malgré tout, il faut que le logement reste digne. Hein. Je vous rappelle la thématique de la journée, l'environnement, donc il faut quand même qu'il y ait des moyens. Et puis, plus on multiplie ces solutions, plus la nécessité de coordonner ce qui s'y passe est aussi importante. Mais oui, nous, on est tout à fait prêts à apporter de nouveaux modèles. Alors l'UNAFAM, vous avez contacté, je pense que c'était pas encore à l'heure du jour. Donc là, si je vois que c'est à l'heure du jour, on peut... Vous pouvez nous recontacter. Voilà, c'est officiellement, j'y reviendrai pas, c'est oui. Peut-être oui, pour exemple, en tout cas, sur Romorantin, va sortir de terre une structure l'année prochaine, début d'année. Voilà, de petites résidences accueil, toute nouvelle. Donc ça a été créé dans un premier temps sur un modèle de lien avec la mairie qui a pu mettre à disposition des logements, et puis là une structure plus traditionnelle sort de terre. Il faut savoir que ça interroge sur la capacité aussi à créer, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir le financement de la dette pour faire fonctionner le service, c'est qu'à un moment il y a la question du logement. Donc soit on arrive à avoir des accords avec les bailleurs sociaux pour des mises à disposition de logements, c'est que on n'est pas les seuls à demander ce type de mise à disposition. Il y a déjà, enfin je connaissais peut-être la problématique pour des personnes qui n'ont aucun trouble psychique, mais juste qui ont un dossier de demande de logement social, les délais sont déjà énormes, donc il y a très peu au fait de parc locatif disponible. L'autre option, c'est de construire, et là actuellement les coûts de la construction aussi sont prohibitifs et pour l'instant n'ont pas fini d'augmenter. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ces contraintes-là, c'est-à-dire que les financeurs certes poussent pour la création de solutions, mais en ne finançant que le fonctionnement évidemment, ce qui n'est pas suffisant pour ouvrir un service, tout simplement. Par rapport à l'accompagnement aussi, je voulais vous demander, ceux qui sont les auxiliaires de vie, est-ce que c'est avec un SAVS ou est-ce que ça passe par un type d'aide PCH et d'UMN? C'est assez varié. La mission des SAVS, normalement, n'est pas d'intervenir dans le domicile en tant qu'auxiliaire de vie. Il y a certains, après, en fonction des associations qui portent, des organismes gestionnaires, il y a différentes pratiques, mais dans les faits, normalement, SAVS est là pour une période transitoire. Donc, il n'a pas vocation à intervenir physiquement dans le logement. Pour autant, certaines personnes sur le dispositif ont des suivis SAVS ou SAMSA et qui favorisent tout l'aspect un peu coordination autour de l'entretien du logement. La plupart, c'est plutôt des services tiers, services d'aide à domicile, qui interviennent. Certains le financent, d'autres ont accès à de la PCH. Autour dans cette salle, je pense que vous êtes plusieurs à être acculturés un peu aux évolutions de la PCH, et il faut savoir qu'elle est de plus en plus reconnue pour les problématiques de handicap psychique. Ça reste un handicap invisible, ça reste mal connu par les évaluateurs au niveau de la MDPH, du conseil départemental, donc ça reste difficile d'accéder à la PCH quand on est en situation de handicap psychique. Donc c'est possible, ça reste un parcours un peu du combattant, et bien souvent il y a des restes à charge pour les personnes qui occupent le dispositif. Je vais peut-être passer la parole à Jean-Marc si tu veux ajouter quelque chose là-dessus.